Alexandre Lépine, tu es le chef de la direction du groupe Je reçois, un des plus grands réseaux de traiteurs au Québec qui compte près de 400 employés dans ses rangs. L'entreprise a grandi de manière ahurissante depuis la pandémie en amenant son chiffre d'affaires de 10 à 30 millions de dollars en revenus annuels. Le groupe a également grandi par acquisition dans les dernières années pour accélérer sa croissance. Alexandre Lépine, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Merci de l'invitation. Et Alexandre, avant de parler de croissance aujourd'hui, parce que je crois que ça vous connaît beaucoup dans les dernières années, est-ce que ça serait possible pour toi de bien nous expliquer ce que fait quotidiennement le groupe Je reçois? Le groupe Je reçois, en fait, c'est un regroupement d'entreprises, donc un regroupement d'entreprises et de marques de commerce. On opère dans trois lignes là, directrices là, principales. Donc, le service traiteur, comme tu as mentionné, qui est un petit peu notre core, c'est de là qu'on vient principalement. On est également présent dans la distribution alimentaire et dans la transformation alimentaire, donc un petit peu plus là, usinage alimentaire. Le groupe, c'est une entreprise qui est sur 5 sites actuellement, qui a près de 400 employés, comme tu as mentionné. Donc, on est très présent là, dans le monde de l'agroalimentaire et de la transformation alimentaire, principalement à Québec, mais au Québec également. Parce que c'est ça, vous êtes situé en ce moment, tous vos bureaux sont dans la ville de Québec. Il n'y a pas d'antenne ailleurs que la ville de Québec au moment où on se parle, si je me trompe pas. Exactement. Par contre, on distribue quand même au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick là, via des transporteurs avec notre centre de distribution. Puis certains de nos produits là, qui sont transformés dans nos usines de transformation alimentaire. Fantastique. Et bon, Alexandre, toi de ton côté, tu as rejoint le groupe en 2013, si je me trompe pas. Et bon, j'imagine que tes premiers contacts avec l'entreprise doivent remonter à très loin dans ton enfance parce que Tout Cuit, qui fait partie du groupe, mais le groupe Je reçois en général, ça fait un bon bout de temps que vous êtes en affaires. Est-ce que quand tu étais plus jeune, déjà dans des soupers de famille, dans des discussions à la maison, ça parlait affaires, ça parlait business? Est-ce que c'était déjà peut-être même un sujet qui captait ton attention? Ben, comme tu l'as mentionné, le groupe Je reçois, c'est une entreprise familiale. Donc, c'est une entreprise qui a évolué grandement sous plusieurs générations de ma famille. Donc, moi, mon grand-père, il était boucher, il travaillait avec mon père. Il y avait des boucheries ensemble à l'époque. Mon père a transformé ça en service de traiteur par la suite. Puis bon, là, on a eu une croissance là, dans différentes lignes d'activité plus tard. Mais oui, quand j'étais jeune, tout jeune, là, il y avait des conversations entre mon père et mon grand-père au niveau de l'entreprise familiale. Donc, j'ai toujours eu un intérêt pour ça, c'est certain. Moi, j'étais très intéressé par le monde de l'alimentaire, plus au niveau de la restauration. Quand j'étais jeune, j'ai même fait des études en gestion d'établissements de restauration au Cégep à Québec. Euh, donc, pour répondre à la question, oui, la business familiale, ça a toujours fait partie des sujets de prédilection dans les soupers de famille parce que bon, il y a plusieurs personnes qui étaient impliquées. Ma mère travaillait avec mon père. Fait que, tu sais, c'est difficile de passer à côté là, à Noël. Là. Donc oui, ça a toujours été autour de moi, puis ça a toujours capté mon attention, oui. Est-ce que ça te jouait un petit peu dans la tête quand tu étais jeune de dire plus tard, ultimement, j'aimerais reprendre les rênes de l'organisation? Ben oui, moi, comme je viens de mentionner, tu sais, la restauration m'intéressait. Quand j'étais plus jeune, je rêvais Hmm. d'avoir mon propre restaurant. Là. Les rêves changent avec avec le temps, mais c'était quelque chose qui me passionnait quand j'étais jeune. Je travaillais en restauration, puis j'aimais beaucoup ça. Donc, je voyais dans l'entreprise familiale une opportunité, en fait, euh, de peut-être éventuellement le réaliser ce rêve-là, là, qui était de posséder mon propre restaurant. Et bon, tu rejoins l'organisation à ta début vingtaine, vice-président aux opérations, un poste que tu vas occuper pendant quelques années. J'imagine que ça impliquait différentes occupations à l'intérieur même de l'entreprise. Est-ce que c'était clair? Est-ce que toi et ton père, vous aviez un pacte fait assez rapidement qu'à un certain point, que dans quelques années, c'est toi qui allais reprendre les rênes de l'organisation ou c'est des choses qui ont évolué à travers le temps? Mais je pense que ça a toujours été clair. Est-ce qu'il y avait un pacte? Pas vraiment. Là, tu sais, c'était beaucoup de non-dits, je te dirais, à ce moment-là. Une des raisons pourquoi j'ai pris le poste aux opérations, c'est parce que, bon, premièrement, je rentrais à temps plein dans l'organisation à ce moment-là, mais j'ai travaillé dans l'organisation avant pendant de nombreuses années. Là, pendant mes études, j'ai fait des postes au niveau de la production, j'ai fait des postes en cuisine, j'ai fait des postes en livraison, j'ai fait des postes aux ventes. Donc, après mes études, j'avais une bonne connaissance de l'ensemble de l'entreprise, ça fait que ça me permettait de prendre ce rôle-là qui était quand même assez clé à ce moment-là. Mais
est-ce que c'était clair qu'il allait y avoir un avancement pour moi dans l'organisation? Je pense que de part et d'autre, il y avait une volonté, là, mais c'était pas quelque chose qui était signé là, au sang sur un contrat. Là. Donc, non, ça a toujours plané dans l'air, mais ça n'a jamais été concret. Puis ma famille, mes parents ont jamais voulu mettre de la pression là, sur les enfants de reprendre les rênes ou de travailler dans l'entreprise familiale. Là. Ils voulaient vraiment que ce soit une décision personnelle et non un espèce de sentiment d'obligation là, de poursuivre là, dans cette direction-là. Là. Donc, au final, il fallait également que tu fasses tes preuves, fallait que j'imagine que tu sois capable de convaincre ton père que tu avais les capacités également, que tu as envie de le faire. On va en parler un petit peu de comment tu as fait tes preuves entre parenthèses, parce qu'il y a eu une certaine période où est-ce que tu as dû être créatif. Beaucoup d'entreprises ont été obligées de l'être. Donc, si on remonte un petit peu dans l'histoire, on n'arrive pas tellement loin de 2020. Je pense que les activités vont bien de votre côté. Vous signez des contrats commerciaux quand même assez prestigieux. L'un d'entre eux, c'est avec le village Vacances Valcartier, un endroit splendide pour les gens qui veulent faire des activités autant en hiver qu'à l'extérieur, pas tellement loin de la ville de Québec. Soudainement, la COVID frappe. Et là, vous êtes dans le domaine du traiteur. Donc, quand on dit domaine du traiteur, on dit domaine événementiel du même coup. Donc, j'imagine que beaucoup d'activités sont mises sur pause. Ramène-nous peut-être un petit peu à ce moment-là parce que, au-delà d'avoir mis vos activités sur pause, vous vous êtes retourné. Il y a une autre ligne d'affaires qui a finalement vu le jour et qui vous a sauvé un peu pendant la pandémie. Je vais faire un petit récapitulatif. Comme tu dis, moi, quand j'ai commencé à travailler avec mon père, on faisait que du traiteur. Donc, on avait plusieurs entreprises. On avait fait des acquisitions dans le domaine du traiteur. On avait plusieurs marques de commerce dans le traiteur. Euh, En 2017, on a commencé à développer un projet qui était tout cuit, donc que tu as mentionné un peu plus tôt, qui est un commerce en ligne. Donc, on fait la transformation de prêt à manger, puis on le distribue directement aux consommateurs partout au Québec et en Ontario. Donc ça commençait à partir tranquillement là, en 2017. Puis effectivement, là, un petit peu plus tard, on a signé le contrat avec le village Vacances Valcartier où on était amené à gérer l'ensemble des établissements de restauration là, sur le site. Puis comme tu as mentionné, là, suite à ça, la pandémie a frappé. Donc, quand la pandémie a frappé, c'est assez particulier parce que bon, nos opérations traiteurs ils tombaient à, je te dirais, à presque 5 de ce qu'on fait habituellement. Là. Il restait quelques petits contrats au niveau gouvernemental, mais écoute, vous l'avez tous vécu comme moi, là, les villes étaient fantômes, fait que on se retrouve pas à faire des événements à grand déploiement, puis ça a même été long avant que ça revienne à ce niveau-là. Le village Vacances Valcartier a fermé complètement, comme tous les centres de ski là, au début de la pandémie, là, pendant quelques mois. Fait que ça, c'était plus aucune opération sur place. Par contre, en contrepartie, TouCuit, qui était notre commerce en ligne, a connu une grosse croissance pendant cette période-là. Ça a été vraiment, je pense, un produit, un service que les gens appréciaient, avaient besoin, puis ça réglait un problème là, qui était de sortir de chez eux, aller à l'épicerie, tout ça. Fait automatiquement, là, pendant tous les mois de pandémie, là, de confinement, là, TouCuit a été en forte croissance. Donc, oui, il a fallu s'adapter, il a fallu diminuer nos effectifs dans les business qui étaient affectés par la pandémie. Puis en contrepartie, ben là, on vivait une croissance de l'autre côté là, au niveau de TouCuit. On a pu rapatrier un petit peu d'employés à cet endroit-là, mais ouais, ça a été une période assez particulière. Et bon, je faisais mes recherches et j'ai pu m'apercevoir que c'est vraiment pendant cette période de pandémie-là qu'il y a beaucoup de choses qui se sont décidées au niveau de la direction du groupe. Tu nous en diras peut-être un petit peu davantage par la suite. Mais c'est à ce moment que tu es devenu vraiment en charge de la direction. Tu avais même donné un entretien à certains journaux de la Ville de Québec qui expliquait un petit peu les réflexions que toi et ton père avez eues reliées à tout ça. Peux-tu nous en dire davantage peut-être sur les discussions qui ont eu lieu à l'intérieur même du comité peut-être de direction pendant cette pandémie pour savoir qui allait vraiment être en charge pour la suite? Ben, écoute, c'est sûr qu'en premier lieu, on s'est retrouvé avec une business qui avait un bon volume d'affaires juste avant la pandémie, à une business qui génère presque plus d'opérations, là, à part notre centre de distribution puis notre centre de production de tout cuit. Donc, rapidement, les besoins au niveau administratif, au niveau de gestion, ils ont diminué. Donc, ça nous a amené à faire une réorganisation interne. Puis, c'était une bonne opportunité aussi pour mon père à ce moment-là de prendre un peu de recul, de moins être présent, de par le fait qu'il y avait moins de nécessité d'avoir
de manpower là, sur place, si je peux utiliser l'expression. Donc, ça nous a permis de faire une transition à ce moment-là. Puis en même temps, ben ça a été un moment plus calme. Fait qu'on on a pu se positionner, réfléchir, mettre de l'avant notre vision stratégique, notre développement des prochaines années, puis revoir l'organigramme à ce niveau-là. Fait que c'est un peu à ce moment-là que moi, j'ai pris plus de leadership au niveau de l'entreprise et de l'ensemble de ces divisions-là. Dis-moi, est-ce que après que la décision a été prise, ton père était toujours dans l'organigramme ou vraiment il était peut-être davantage rendu comme quelqu'un qui pouvait t'aider au niveau du conseil d'administration, un petit peu plus de guidance, et toi, de ton côté, c'est toi vraiment qui s'occupait de tout ça? Ben, c'est exactement ça, en fait, là, ouais. Suite à la pandémie, là, il y a une reprise des activités importantes, puis il y a pas de, il est pas revenu sur le plancher, là. Il travaille encore, comme tu dis, un petit peu en consultation. Il travaille avec moi, on communique fréquemment. Il est encore actionnaire avec moi de toute façon, là, tu sais. On a des communications très fréquentes, mais il est pas impliqué dans le day-to-day, là. Juste après la pandémie, il y a cette fameuse période de croissance qui s'installe, une période de croissance organique, mais également une période de croissance qui passe par des acquisitions. Je pense que c'est en 2022 que vous avez fait l'acquisition de Amel Inc., qui a été, je crois, et corrige-moi si je me trompe, une des plus grosses acquisitions que vous avez fait. Ça a donné beaucoup plus de vélocité à votre offre de service parce que c'était sur des catégories un petit peu plus distinctes à ce que vous faisiez dans le passé. Est-ce que tu peux nous en dire davantage derrière cette réflexion-là qui a été faite pour l'acquisition de Amel? Ben, en fait, avec la croissance qu'on a eue avec TouQ, on s'est plus dans l'industrie alimentaire, vraiment plus de transformation là, à gros volume. Comme je disais tantôt, tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, je rêvais d'avoir des restaurants. Rendu à la trentaine, ça m'intéressait moins parce que bon, le domaine de la restauration demande une implication très importante. Tu sais, c'est ouvert 365 jours par année. Ça ouvre souvent tôt le matin puis ça ferme tard le soir. Donc, en termes de gestion d'opération, c'est complexe. Avec le développement de TouQ, on s'est rendu compte, OK, il y a des défis opérationnels autant que dans le traiteur ou que dans la restauration. Par contre, c'est quand même du lundi au vendredi là, tu sais, qu'on gère ces enjeux-là. Fait que ça enlève une certaine pression là, sur l'administration puis sur les gestionnaires en général. Ça, c'était quelque chose qui nous intéressait. En plus de ça, ben, on voyait que dans le marché, il y avait un besoin grandissant là, en transformation alimentaire de par le manque de main-d'œuvre ou le manque d'employés disponibles avec formation là, dans l'industrie de la restauration, dans l'industrie de l'hôtellerie, dans le HRI qu'on appelle. Là. Donc, on voyait des opportunités à ce niveau-là, puis on s'est mis en recherche là, de faire l'acquisition d'une usine de transformation alimentaire. Notre décision s'est arrêtée sur Amel Inc. après avoir regardé plusieurs projets là, parce que c'était une usine de transformation fédérale. Donc, l'accréditation fédérale, elle permet là, de faire la livraison de produits transformés directement en centre de distribution là, dans les grands détaillants là, comme Sobeys, Walmart, Costco et compagnie. Mm. En plus d'avoir une possibilité de vendre à travers les distributeurs HRI, donc tout ce qui est GFS collabore, là, qui sont des Cisco, qui sont des joueurs très connus au Québec dans ce domaine-là. Là. Fait que ça nous permettait de nous intégrer de manière verticale un peu plus là, avec un centre de distribution qui nous permettait aussi de nous fournir des produits pour nos propres entreprises. Là. Parce que là, c'est ça. En ce moment, si on regarde le groupe, vous avez le volet traiteur, le volet littéralement de plats à domicile avec tout cuit. Vous avez une usine de transformation. Il n'y a pas beaucoup de catégories que vous possédez pas dans le groupe au moment où on se parle. Est-ce qu'il y en a d'autres en ce moment sur votre radar que vous aimeriez intégrer à tout ce que vous faites? C'est une bonne question. On s'est déjà posé la question. C'est certain qu'actuellement, en termes de produits alimentaires, autant en B2B qu'en B2C, on couvre pas mal toutes les angles. On est présent dans le domaine de la restauration, on est présent dans le domaine du traiteur, on est présent dans l'usinage alimentaire aux consommateurs avec tout cuit, puis on est présent dans l'usinage alimentaire aux fournisseurs, aux distributeurs, un petit peu plus gros volume, vraiment pour les autres acteurs de l'industrie agroalimentaire. Donc, à part d'être dans un abattoir ou quelque chose du genre, là, qu'on pourrait aller chercher
un étage plus haut ou être encore plus présent en distribution en bas. Là, on couvre vraiment tout ce qui a trait à la transformation alimentaire. Donc, pour l'instant, nos objectifs de croissance sont vraiment dans ces axes-là. On n'a pas l'intention de faire des acquisitions pour le moment hors ces catégories-là. Donc, on veut vraiment là, augmenter notre présence avec les offres de services qu'on a actuellement, donc usinage alimentaire, dans le traiteur, puis dans la distribution alimentaire. Et dis-moi, est-ce que dans une réflexion comme celle que vous avez en ce moment, de dire que là, vous possédez vraiment une fondation qui est intéressante pour couvrir les différents services, les différentes demandes de vos clients, est-ce qu'une prochaine étape pourrait être également peut-être une expansion à l'extérieur de la ville de Québec? Parce que est-ce qu'il y a une limite géographique? Est-ce que vous êtes capable de faire quand vous possédez ce que vous possédez au moment où on se parle, ou vous êtes capable de livrer et de pouvoir desservir beaucoup, beaucoup d'endroits? Ben, tu vois, c'est parti de la réflexion initiale, justement, dans l'achat de l'usine de transformation fédérale, puis aussi dans le développement de tout cuit. Historiquement, nous, quand on faisait du traiteur uniquement, il y a 5-7 ans, là, on était pris dans notre région géographique. Je veux dire, à un certain point, des traiteurs, il y en a à Montréal, puis même si tu veux faire affaire avec nous à Québec, pour se déplacer à Montréal, il y a des frais qui sont supérieurs, là, donc c'est moins intéressant pour le consommateur. Donc, on est pris dans notre région géographique. Avec TOUQUI, on se défaisait de cette barrière-là, là, dans le sens où on était en capacité de livrer partout au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick. Avec l'usine de transformation alimentaire, on peut livrer partout au Canada, même aux États-Unis. Là, on a les licences qui nous permettent de faire ça. Donc à chaque développement, on ouvre un petit peu notre région de développement potentiel. Puis pour répondre à ta question au niveau de la croissance, ben, pour l'instant, on recherche à aller chercher une croissance organique pour chacune de ces divisions-là, c'est clair. Mais rapidement, dans le domaine du traiteur, on est conscient qu'on va frapper un maximum de potentiel, considérant qu'on est situé uniquement à Québec. Ça, c'est quelque chose qui nous trotte dans la tête depuis des années. Si on veut continuer à poursuivre la croissance au niveau traiteur, c'est certain qu'à un moment donné, il va falloir commencer à regarder à avoir un point de service ailleurs, là, donc potentiellement à Montréal, là, pour cette division-là uniquement, mais pour ce qui est de TOUQUI, pour ce qui est de la distribution alimentaire, pour ce qui est de la transformation aussi chez Amel, on est capable de couvrir vraiment un grand territoire avec nos usines là, qui sont ici à Québec. Là. On comprend, les choses vont bien, mais là, vous passez littéralement de 10 à 30 millions de chiffre d'affaires. Il y a eu cette acquisition-là, pardonne-moi, qui a dû amener beaucoup de volume, certes, mais tout de même, il y a quelque chose qui a dû se dérouler à quelque part. Qu'est-ce que vous avez fait de nouveau pour faire cette croissance-là, pour littéralement tripler le volume d'une situation avant la pandémie euh, au mois de septembre 2023, où les choses ont l'air d'aller excessivement rapidement de votre côté? Initialement, avant la pandémie, notre volume d'affaires était principalement basé dans le traiteur puis la restauration à Valcartier. TOUQUI était un projet tout nouveau qui avait très peu de volume à ce moment-là. Donc, pendant la pandémie, on a viré les choses de bord complètement, dans le sens où le traiteur Valcartier, ça tombe à zéro. TOUQUI, ça prend une croissance assez importante. Au retour de la pandémie, à la fin de la pandémie, en fait, au retour des temps normaux, on a rapidement vu une croissance organique là, dans nos traiteurs. Donc, le volume d'affaires traiteurs qu'on a en 2023 est beaucoup plus grand qu'on avait en 2019 à l'époque. Puis ça, c'est dû au fait qu'on a été quand même opportuniste. Premièrement, pendant la pandémie, il y a beaucoup de traiteurs qui ont dû fermer parce que la situation n'était pas soutenable ou ils ne voyaient pas de potentiel là, de reprendre après la pandémie. Donc, ça nous a permis de signer des nouvelles ententes de partenariat avec des clients d'importance. Ça nous a donné un volume d'affaires vraiment supérieur là, au niveau du traiteur au retour. Puis quand la restauration a repris, le traiteur a repris, TOUQUI était encore au même stade qu'il était pendant la pandémie. Donc lui, il n'a pas redescendu. Fait que cette croissance-là, elle était comme acquise, elle est restée en place. Puis suite à ça, là, il y a l'acquisition là, de l'usine de transformation alimentaire là, qui est venue rajouter à tout ça. Là. Donc, je te dirais que c'est un mélange de plusieurs facteurs. En fait, on a eu de la chance à un certain point avec la croissance de TOUQUI pendant la pandémie, puis qui est resté par la suite. Puis suite à ça, les positions qu'on a prises, les mouvements qu'on a fait pendant la pandémie pour le développement de nos traiteurs
qui nous ont ramené un volume d'affaires aussi plus important après la pandémie que ce qu'on avait avant. Puis bon, en plus de l'usinage alimentaire qui a énormément d'opportunités dans le marché. Fait que tout ça mis ensemble, ben ça a créé une croissance assez importante, là. Puis l'usine, au moment où on se parle, si on parle juste peut-être en pourcentage, ça représente quoi de l'ensemble du groupe Je reçois? Est-ce que c'est venu vraiment faire un changement drastique ou c'est davantage un accélérateur pour les autres lignes? Ben un peu des deux, je te dirais. En fait, ça fait un an, ça fait tout juste un an que l'acquisition a lieu. Donc, c'est sûr que la première année, c'est tout le temps une année un peu d'adaptation, de compréhension aussi. Tu sais, c'est un marché qui est nouveau. C'est important de se poser des questions, de faire attention, de pas prendre de décisions trop drastiques trop rapidement, tu sais, de voir un peu comment ça fonctionnait dans le passé, puis ensuite de ça, d'amener des éléments d'amélioration. Donc, tu sais, au moment qu'on a fait la transaction, je te dirais que ça représentait un pourcentage beaucoup plus petit sur le volume global que ce que c'est actuellement. Puis pour ce qui est de 2024, ça va être près de 33%, là. Donc, c'est les forecasts font qu'il y a une grosse partie de nos énergies qui sont mises sur ce projet-là, puis qui découlent sur le reste de nos entreprises, mais aussi qui nous donnent des opportunités intéressantes dans le marché, là. Fantastique. Et dis-moi, bon, on a parlé un petit peu d'acquisition plus tôt. Il y a eu celle-là qui a été faite avec Amel, mais vous en avez fait également 4 autres depuis 2014. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces différentes acquisitions-là et comment cette vision de croissance par acquisition s'intègre, ou plutôt s'est intégrée dans le passé à travers le groupe Je reçois? Je l'ai mentionné un peu plus tôt, mon père, moi, il travaillait avec son père dans le domaine de la boucherie. Il y avait plusieurs boucheries dans la région de Québec, puis mon père a commencé à faire du service de traiteur euh, un petit peu plus tard là, dans le temps. Puis il a connu une bonne croissance à ce niveau-là quand même là, dans le début des années 2000. Puis suite à ça, il s'est retrouvé à stagner un peu parce que la marque de commerce était plafonnée. Puis bon, comme on disait tantôt, on est pris dans un secteur géographique. Donc, la façon d'aller chercher de la croissance supplémentaire dans le traiteur, ça a été par acquisition à ce moment-là. Puis c'est des acquisitions qui ont été faites de manière assez précise dans le sens où on recherchait des services de traiteurs qui avaient une expertise différente, une image de marque différente. Donc, nous, le traiteur qu'on avait à l'époque, ça s'appelait Je reçois traiteur, qui existe toujours. C'est un traiteur qui est très, je te dirais, milieu de gamme, là, qui sert vraiment là, grand public, qui est dans une gamme de prix assez abordable. Puis, bon, dans les premières acquisitions qu'on a faites, entre autres, il y a deux gourmands traiteurs qui étaient un traiteur plus haut de gamme. Donc, on voulait être capable de se positionner dans une autre clientèle. Donc, on a fait cette acquisition-là pour être capable justement d'offrir à nos clients un milieu de gamme puis un haut de gamme. Par la suite, on a fait l'acquisition également de Vitalité Traiteur, qui était un traiteur qui était situé sur la rive sud. Ça nous donnait un pignon sur rue là, un petit peu plus à l'écart de où ce qu'on est habituellement, dans un territoire nouveau. Mais en plus de ça, il y avait une image de marque qui était très fresh, très santé. Donc, ça nous permettait encore une fois de taper dans une ligne qui était différente de ce qu'on avait à offrir. Puis on a fait également l'acquisition de Montchâteau Maître Traiteur, qui était un traiteur plus style cafétéria, très entrée de gamme. Donc là, ça nous permettait de nous positionner sur plusieurs types de produits, en fait, mais avec les processus opérationnels qui se ressemblent quand même en bout de ligne. C'est surtout les matières premières puis le produit fini là, qui vont être différents d'une ligne à l'autre. Puis il y a d'autres acquisitions qu'on a faites en passant dans le domaine du traiteur qui sont pas nécessairement mentionnées sur nos sites web, mais c'était des acquisitions plus de, comment je pourrais dire, de clientèle. Donc, à ce moment-là, on se retrouvait avec des traiteurs. Ben, par exemple, Fin Gourmet, Maître Traiteur, qui était un traiteur qui ressemblait beaucoup à Je reçois, qui avait une clientèle plus plus alignée vers les pharmaceutiques, là, vers les hôpitaux et tout ça. Donc, ce qu'on a fait à ce moment-là, lors de l'acquisition, c'est qu'on a transféré la clientèle dans Je reçois. Parce qu'on considérait qu'il n'y avait pas d'avantage à conserver la marque de commerce dans le futur, considérant la similitude là, avec ce que Je reçois offrait comme produit, là. Parce que ce qui est vraiment intéressant dans votre processus, et corrige-moi si je me trompe, mais de l'externe, dans la manière que je vois ça, vous faites l'achat de différentes marques de commerce, différents brands, vous les gardez en vie, sauf lui que tu viens de nous mentionner. Et là, derrière, il y a vraiment le volet, la structure opérationnelle du groupe Je reçois qui vient amplifier ces différentes lignes de service-là. Est-ce que ça vous est passé par la tête de peut-être pas tout ramener
vers Groupe Je Reçois ou vous vouliez vraiment garder des brands séparés parce que chacun d'entre eux avait leur ADN? Eh ben exactement. En fait, nous, en bout de ligne, quand on fait ces acquisitions-là, puis pour revenir à notre réflexion initiale, OK, avant qu'on fasse l'acquisition de Deux Gourmandes, qui était un traiteur haut de gamme, on voulait se positionner dans ce marché-là. OK? Donc là, on a commencé à faire du développement de produits avec Je Reçois, qui était dans un marché plus haut de gamme. Puis on n'était pas capable de le vendre parce que le client qui connaît Je Reçois Traiteur à Québec, il est habitué à cette ligne spécifique-là de produits qui est un produit en milieu de gamme. Tu sais. Donc, même si tu lui proposes un produit qui est plus haut de gamme, lui, il a une image mentale de c'est quoi Je Reçois Traiteur. Donc, pour nous, c'était super important de garder l'identité de marque parce que c'était ça qui nous permettait de faire la différenciation. Puis c'est ça qui nous a permis à travers le temps. Aujourd'hui, le volume d'affaires de Deux Gourmandes est près de 3 fois plus important que quand on en a fait l'acquisition. Donc, nous, ce qu'on venait amener en arrière de ça, comme tu as dit, c'est toute la structure opérationnelle, les infrastructures qui permettent de vendre plus, de développer plus, puis de faire plus d'événements. Là. Donc, oui, pour nous, on a déjà pensé, mais on trouvait que le fait de maintenir les images de marque de manière indépendante, ça avait une valeur ajoutée pour le client. Donc, en gros, ça part vraiment, et ça, c'est vraiment intéressant pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Ça part d'une envie d'aller attaquer certains segments de clientèle. On se rend compte que la réponse est peut-être un petit peu plus complexe parce que notre brand est établi pour un autre segment de clientèle. Et là, on prend un chemin inverse et on se dit, pour aller desservir cette clientèle-là, on va faire l'acquisition d'une entreprise qui est déjà installée dans ce bassin de population-là. Exactement. Moi, je crois honnêtement que c'est quelque chose qui est fonctionnel là, comme méthodologie. Là, puis on le voit, je veux pas nécessairement nommer de nom, mais on le voit dans le marché. Il y a beaucoup de brands des fois qui vont être très, très, très connus, qui vont avoir un branding très, très fort dans un type de produit, qui veulent aller chercher de la croissance supplémentaire, puis ils sentent qu'ils plafonnent un peu là-dedans, développent un autre produit, puis c'est un flop commercial parce que les gens, ils sont trop attachés à l'image de marque de base. Donc, des fois, tu veux bénéficier du pouvoir de la marque pour lancer un autre produit, mais je pense que ça peut être pertinent de dire, ben, il y a deux brandings différents, puis ils sont sous un même chapeau qui est Groupe Je Reçois. Donc, nous, on vient quand même réutiliser la notoriété de Groupe Je Reçois. Je te donne un exemple actuellement, là, on est en train de monter des publicités radio pour Je Reçois Traiteur et pour Deux Gourmands de Traiteur qui vont avoir des messages complètement différents. Mais à la fin du message radio, ben, c'est une compagnie propulsée par le groupe Je Reçois dans les deux cas. Donc, on vient rajouter de la notoriété à ce niveau-là, mais on garde quand même l'identité de marque. C'est important là, au niveau du développement marketing, ça va être des voice-over qui vont être différents pour chacun des messages parce qu'on va pas chercher la même clientèle. La trame de son va être différente. Puis la présentation de produits va être complètement différente aussi. Totalement fascinant et je pense que tu as raison. Ça marche dans le volet du traiteur, ça marche dans plein de catégories. On ne doit jamais sous-estimer l'impact d'un brand. Et les gens associent un brand à certaines valeurs, à certaines lignes de services, à certaines lignes de produits. Des fois, essayer d'aller attaquer plein de segments de clientèle et devenir un généraliste peut causer plus de troubles à l'entreprise qu'autre chose. Peut-être qu'on pourrait parler un petit peu de Tout Cuit ici. Je pense que c'est un peu ton bébé. Je crois que tu as été vraiment derrière le lancement de l'organisation à la base, une organisation qui, au moment où on se parle, continue de très bien aller. Quand vous avez lancé Tout Cuit, est-ce que c'était une réflexion qui venait de plusieurs années de discussion ou ça a été assez impulsif comme idée de lancer l'organisation? Non, je te dirais que ça a pris plusieurs années avant de le lancer, même. Donc, euh, nous, ça revient à nos racines. Tu sais, je parlais, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père aussi, qui était dans le domaine de la boucherie, mais mon père, quand il était dans la boucherie, ben, il y avait du prêt à manger toujours de disponible. C'est encore quelque chose qu'on retrouve dans la plupart des boucheries aujourd'hui. Donc, tu sais, le produit, c'est un produit qui était près de nous. Puis, c'est suite à un passage à l'école d'entrepreneurship de Beauce que mon père il a amené l'idée, en fait, de dire il faut qu'on se positionne en ligne. Tu sais. Puis c'est une chose de dire on se positionne en ligne avec le service traiteur, on le fait actuellement. Tu sais, c'est possible d'acheter certains produits en ligne, mais on n'a pas la même vélocité. Puis encore une fois, le territoire géographique, c'est un bloquant. Donc nous, on a dit, ben regarde, le prêt à manger, c'est quelque chose que les gens consomment, c'est quelque chose que les gens ont besoin, puis c'est là-dedans qu'on se lance. Donc, on a développé la marque de commerce Tout Cuit, qui s'appelait Tout Cuit dans le bec initialement, mais on a changé de nom pour Tout Cuit pour faciliter
pour nos amis anglophones, là, la compréhension de la marque. Puis c'est ça, donc ça a pris un bon moment quand même avant de lancer, parce que là, on parlait de monter un site web, monter tout le processus opérationnel d'expédition, parce que à cette époque-là, en 2017, là, le consommateur qui se dit j'achète de la nourriture en ligne, ça va être livré chez nous par un Post Canada ou un Puro Later, tu sais, fallait quand même que le process soit... C'était très nouveau là, comme modèle d'affaires, là, tu sais. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de recherches et développement qui ont été faites sur l'emballage d'expédition, sur la glace sèche, sur comment on fait pour que le produit parte de chez nous puis arrive chez le client 1 à 2 journées plus tard puis qu'il soit en bon état, tu sais. Donc, ça a pris plusieurs mois à ce niveau-là. Puis, tu sais, c'est un start-up qu'on a fait, comment je pourrais dire, on a lancé ça un peu sur un coin de table. On le faisait dans notre usine de traiteurs à ce moment-là. On était comme en colocation. La production se faisait de nuit pour pas déranger les opérations de jour. On entreposait comme on pouvait avec les heures qu'on avait déjà, puis on faisait l'expédition de cet endroit-là. T'sais. Puis rapidement, ben là, on a dû trouver un local parce qu'on a connu quand même un fort succès dès le départ. Puis au fur et à mesure, ben là, on a amélioré nos façons de faire, on a amélioré nos procédures, on a investi dans des équipements d'automatisation, des équipements d'emballage, puis de fil en aiguille, c'est plus une start-up, ça devient une vraie entreprise. Et à quel point c'est une catégorie beaucoup plus difficile ou peut-être même plus facile à opérer, parce que c'est quand même différent. Là. Vous passez d'une entreprise littéralement direct to consumer, il y a des compréhensions différentes à faire pour la commercialiser, service à clientèle, j'imagine, qui est très différent également. À quel point ces changements-là ont été difficiles de votre côté? Pour nous, ça n'a pas été très difficile parce que moi, de mon expérience à date, là, le service traiteur, là, c'est compliqué. Faire du traiteur, c'est vraiment compliqué. Ah. Il y a beaucoup d'angles. Donc, c'était plus simple. En soi, c'était plus simple parce que, tu sais, écoute, on n'a pas le service de livraison à gérer. Le service à la clientèle est beaucoup moins compliqué. Les produits, c'est des produits de prêt à manger. Tu sais, c'est ça qui est ça. Là. C'est pas un mariage, un baptême, un salon funéraire. Tu sais, je veux dire, dans le traiteur, chaque commande est différente. Chaque client est différent, chaque besoin est différent. Donc, ça demande beaucoup plus de gens autour de l'opération pour capable de livrer un service de qualité au client. Alors que dans ce modèle d'affaires-là, c'est un modèle d'affaires qui était beaucoup plus lean, beaucoup plus linéaire. Donc, en soi, il y a eu plein de défis. Là. Je te dirais pas que c'était facile, mais l'ensemble de l'opération est moins complexe que d'opérer un service de traiteur. Et bon, peut-être pour terminer, avant de te poser des petites questions personnelles, Alexandre, à quoi on peut s'attendre avec le groupe Je Reçois pour les 12, 24, 36 prochains mois? Les 12 prochains mois, je te dis, on est dans une position de stabilisation. On a fait l'acquisition de Hamel, ça fait 1 an. Il y a des changements internes qui se passent actuellement, puis on veut optimiser notre croissance organique. Donc, c'est vraiment sur ça qu'on focus. 24-36 mois, probablement encore aller chercher de la croissance, mais est-ce qu'on va le faire par acquisition? Est-ce qu'on va le faire organique? Ça va dépendre des opportunités qui se présentent devant nous, je te dirais. Il n'y a pas de chemin tracé à ce niveau-là. On recherche de la croissance. On veut tout le temps de la croissance. C'est pour ça qu'on fait de la business. Mais je crois qu'on a des opportunités de croissance organique qui sont importantes pour les 12, 24, 36 prochains mois. Puis c'est vraiment là-dessus actuellement qu'on focus notre planification stratégique. Puis dans le cas où on est un petit peu plus court que ce qui est prévu, peut-être qu'on va regarder là, pour des acquisitions, qui sait. Et des petites questions personnelles, comme je l'ai mentionné, j'aime toujours poser à mes invités s'ils sont des adeptes de lecture, des adeptes de lecture d'affaires. Est-ce que c'est quelque chose qui, des fois, occupe ton temps? J'en ai fait beaucoup de lectures d'affaires. Là, actuellement, j'essaie je lis encore, mais moins de business book, là, question de décrocher un peu. Mais moi, un des livres que j'ai apprécié beaucoup, c'est le modèle Toyota, entre autres, que j'ai lu plusieurs fois. Scaling Up aussi, qui est un livre intéressant sur la croissance d'entreprise. Tout récemment, là, vers la fin de la pandémie, là, pas vers la fin de la pandémie, vers la fin de l'année dernière, j'ai lu des livres sur la culture d'entreprise en télétravail, le Culture Code, que j'ai trouvé intéressant. Les 5 tentations du CEO, puis les 5 dysfunctions of a team qui étaient très bien aussi. Mais là, actuellement, là, comme je te mentionnais, j'essaie de décrocher un peu de ça parce qu'à un moment donné, on est tout le temps dans le travail. Je pense que c'est pas sain nécessairement. Donc, je lisais la biographie de Hunter S. Thompson, qui est un journaliste là,
américain qui est complètement ailleurs de ce que j'ai l'habitude de lire. Puis c'est quelque chose qui me fait changer d'air un peu. Hmm. Routine, ça ressemble à quoi ta routine avant, pendant et après le travail? Moi, je viens d'avoir un bébé là, il y a 4 mois, donc c'est sûr que la routine, Félicitations. la routine, elle change un peu. Là. Avant, je faisais de la boxe 2 fois par semaine le matin. J'allais m'entraîner après le travail, je prenais un sauna puis un petit peu de cold plunge, un petit peu de thérapie de température. Là, mais là, je suis en train de retravailler ma planification. Là. J'ai un petit gars qui se réveille de bonne heure, fait que c'est pas nécessairement facile pour moi d'aller à la boxe 2 fois par semaine. Puis ben, je veux passer du temps avec lui quand même. Donc là, les périodes de gym du soir, je suis plus capable d'y aller. Donc là, je suis en train de me questionner là, si je ne vais pas m'installer un petit setup chez nous pour pouvoir continuer à m'entraîner ou faire du vélo, quelque chose du genre là, cet hiver là, pendant quand mon garçon est couché. Là, mais c'est ça. Fait que là, je suis en repositionnement là, par rapport à la routine, je te dis actuellement. Ah, Adaptation. j'imagine que ça doit changer beaucoup de choses. Ouais. Ouais, exact. Fantastique. Alexandre, merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. Dis-moi si on veut en savoir un petit peu plus sur Groupe Je Reçois, sur Tout Cuit. Quel est l'endroit le plus simple pour en savoir davantage sur l'entreprise? Ben, le site groupejereçois.ca, les gens vont trouver tous les liens vers nos autres sites, vers nos marques de commerce qu'on possède, qu'on opère, puis vers nos réseaux sociaux et tout ça. Donc, je dirais groupejereçois.ca, là, ça serait le point de départ. Fantastique. On mettra un lien dans les notes de l'épisode. Alexandre Lépine, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Une très belle histoire, celle du groupe Je Reçois, des acquisitions. Clairement, on peut voir une belle réflexion stratégique derrière ce que vous faites. Félicitations pour la belle croissance. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.